Bonjour, je suis Pascal et vous écoutez le podcast Dans mon micro, les artistes partent en live. Ce podcast donne la parole à tous les artistes et aux rêves qui ont construit leur parcours. Pour ce nouvel épisode, nous allons faire de la place autour de ce micro. Nous allons remplir tout l'espace de ce podcast avec le son d'une voix, et quelle voix ? Celle de la chanteuse et guitariste Mademoiselle K. Mademoiselle K est cette figure du rock français qui a débarqué un jour dans ma vie avec l'album Ça me vexe, album qui restera à jamais dans mon classement des meilleurs albums qui ont le plus compté dans ma vie. Cet album qui, si je devais m'installer sur une île déserte, ferait très certainement partie du voyage. Sorti en 2006, c'est un véritable cadeau qu'elle nous a fait. La chanson Ça me vexe commence par « Personne t'aime ». Ah ouais, je me disais bien. Lorsque j'ai écouté cette chanson pour la première fois, je l'ai aimée tout de suite. J'ai été conquis par cette énergie, cette rage, ce son rock, cette guitare et ces mots percutants. À travers ce premier opus, Mademoiselle K a su immédiatement créer un lien fusionnel avec son public. Un lien qui, à travers les années, est toujours aussi solide, aussi puissant, aussi présent, aussi tendre et presque amoureux. 17 ans déjà depuis la sortie de cet album et une maturité déjà largement dépassée. Une écriture fidèle, une énergie intacte, des émotions qui dansent au milieu des mots, des guitares et des notes. Elle revient aujourd'hui sur scène avec son nouvel album, Mademoiselle K, un mélange d'énergie intense et de moments plus intimes, une pure merveille. Alors Catherine, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour ce rendez-vous. Bonjour, merci. Alors on va commencer cette interview en faisant un voyage au milieu de tes premiers rêves d'enfant. À quoi ils ressemblaient, ces rêves ? Tu me prends au dépourvu là. Je sais pas, je pense que je suis en train de... Enfin c'est surtout que là, j'y suis en fait. Je l'ai réalisé mon rêve plusieurs fois, régulièrement en montant sur scène, je le réalise. Ça c'était un de mes rêves, je pense, d'aller sur scène, de faire le show quoi. De faire la conne aussi, tu vois, probablement aussi divertir les gens, les faire marrer. Et puis après, les autres rêves, c'est... je pense que c'est des trucs absolus, la marche, c'est aller dans la nature, c'est la quête, quoi. C'est aller à la recherche de soi-même, indéfiniment, perpétuellement, aller continuer de me trouver, me retrouver. En montagne, là, par exemple, voilà, on est le dernier jour de mars et le printemps est arrivé et voilà, il y a une espèce d'appel très fort comme ça de la marche, de la rando. Là, tout le chemin qu'on a fait depuis Paris jusqu'ici, on est passé par les montagnes et j'avais la bouche ouverte en regardant par la fenêtre et je regardais les crêtes et les crêtes, je trouve depuis toute petite, chaque fois que je me retrouve en face d'une montagne, ça me fait quelque chose, quoi. Je trouve ça... je vis à la mer maintenant, mais j'ai failli aller vivre d'ailleurs dans le Vercors à un moment, j'ai cherché pendant le confinement, puis j'ai pas trouvé, et puis c'était un peu loin de Paris, mais vraiment la montagne, ça me fait un truc de dingue. Donc je les côtoie régulièrement, les rêves. Et puis après, les autres, je les dis pas, tant qu'ils sont pas réalisés. D'accord, c'est secret. Très bien. Ouais. On va évoquer à présent ton histoire avec la musique. Comment elle s'est faite, la rencontre avec elle ? Je sais pas, je pense par mes parents. C'est la manière pas calculée, quoi. La musique qui passe à la maison. Mon père qui écoute pas mal de vinyle, la radio, tout ça. Il y avait quel style de musique ? Plein de trucs différents, assez variés. Je me rappelle avoir mis pas mal de vinyles de mon père dans la discothèque enfant et j'allais piocher comme ça et je me rappelle, il me disait toujours tu fais attention, tu prends par les bords et tout. Je disais oui, et bon, je faisais attention jusqu'à un certain point. Je me rappelle toujours son côté super et maintenant je le fais aussi d'ailleurs, c'est trop drôle. Mais ce côté maniaque sur les vinyles, et bon, il a bien raison. Et donc je mettais souvent Elvis quand même, j'aimais bien mettre Elvis. Et donc, je piochais par rapport à ce qu'il avait et les trucs que je kiffais. Je revenais quand même souvent à Elvis. J'aimais bien Abba aussi. J'aimais bien la musique tzigane. Il en avait pas mal. De la musique tzigane roumaine. Avec du chant et du violon. C'était assez beau. Et puis, voilà, c'est les trucs dont je me souviens le plus. Puis après, par la radio, quoi. La radio, les cassettes, les premières cassettes. Quand on allait en Pologne... en bagnole pendant 52 heures de route, là, je me rappelle partir avec le radiocassette et avoir une cassette de Pink Floyd par mon oncle avec la chanson là nanana 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 nanana. Et voilà, merci. J'avais plus le titre, mais cette chanson, voilà, pour moi, c'est les vacances, c'est la route, c'est l'aventure. En plus, j'avais mon sac de couchage sur la banquette arrière et on faisait 2 heures de queue à la frontière germano-polonaise parce qu'ils fouillaient les bagnoles et tout.
Et je me rappelle, c'est comme dans le film Goodbye Lenin, on était avec des Colgate, plein de marques, des trucs, des casquettes Nike, du Coca, que des trucs de marque pour mes cousins, parce que ça représentait l'Occident, le monde libre, et c'était vraiment une autre époque, quoi. Donc voilà, donc j'ai un souvenir très fort de ça. Beaucoup de trucs, tous les trucs anglais par mon oncle, parce que mon oncle, grand fan de culture anglaise. Et donc, je pense que lui aussi a amené plein de choses l'air de rien, justement, dont... Putain, j'ai un trou, mais le groupe dont je viens de parler... merci Pink Floyd, putain. Ouais, Pink Floyd, je pense que c'est vraiment par mon oncle. Donc, des influences finalement assez... c'est large. Ouais, très large, ouais. Et après, de la chanson française, mon père en écoutait beaucoup. Dalida, il était fan de Dalida. Voilà, Sardou, tout ça, mais ça, j'aimais moins. J'aimais moins la chanson française. En fait, j'aimais bien quand ça swingait, quand ça bougeait. Et puis, ouais, il y avait quand même une attirance pour l'anglais déjà vachement forte, parce que j'avais une petite cassette avec un livre, et c'était les aventures de Sam, et c'était Sam avec son groupe de musique. Et il y avait le livre, et putain, mais ce truc, je l'ai bouffé. Et voilà, des trucs pour enfants, là. Et c'était... Voilà, c'était un monde, quoi. Donc, il y avait quand même ce fantasme très fort de l'Angleterre, quand même, déjà, de l'anglais. Et voilà. Et un jour, du coup, tu as décidé de prendre une guitare, et elle s'est faite comment, cette rencontre ? Ah oui, et la guitare, j'ai des photos enfant, parce que je suis gauchère, mais je joue en droitière. Mais enfant, j'ai des photos où je tiens la guitare vraiment comme une gauchère, parce que je prenais pas encore de cours. Et donc, la guitare, j'ai dû faire 1 an de flûte à bec d'abord. Et puis après, je voulais faire du piano, parce qu'en éveil musical, il y a des claviers, il y a plein de trucs à essayer comme ça. Et puis je voulais faire du piano, parce que le clavier, ça me faisait kiffer. Mais on n'avait vraiment pas de thune pour ça. Et donc, très vite est arrivée la guitare pratique, voyageable. Et puis, j'avais déjà fait la conne avec la guitare. Enfin, j'avais été attirée déjà par la guitare pas mal. Justement, en Pologne, le fameux été de Pink Floyd, je pense, mon grand-père m'a offert cette petite guitare, une petite guitare sèche, quoi. Et tout l'été, j'ai cassé les oreilles, je pense, de tout le monde avec cette guitare. J'ai fait gling, gling, je chantais Goldorak, les trucs des dessins animés que je regardais, quoi. Et à la rentrée, c'était bon, allez, maintenant, tu vas apprendre la guitare, parce que, bon, voilà, je pense que c'était suffisamment clair que j'avais envie, quoi, d'en faire. Et donc, voilà, conservatoire. Et donc, j'ai commencé comme ça, guitare classique. Voilà, et j'ai fait tout le conservatoire, toutes mes classes. J'ai passé le diplôme de fin d'études, le diplôme du supérieur. Je suis allée en ce qu'on appelle maintenant en CNR, donc conservatoire de région, ou de département, je crois on dit maintenant, je sais plus comment. Mais un peu l'équivalent d'une prépa, quoi. Ouais. Donc j'ai fait ça. Et entre-temps, je commençais à écrire des textes, de la poésie. Ça, c'était ado. Mais donc, j'ai passé longtemps sans chanter, quelque part. J'étais vraiment instrumentiste, quoi, pendant des années. Et j'ai mis du temps à dire que j'étais chanteuse, d'ailleurs, quand j'ai commencé en tant que Mademoiselle K. Et donc, ouais, la guitare, c'est mon instrument premier, quoi. Je sais pas si je chantais, j'ai pas des souvenirs de... Forcément, je chantais, mais... J'étais pas, comme je vois des fois plein de petites filles avec leur micro. Non, moi, j'étais plus à prendre la guitare en bandoulière. Puisque j'ai un souvenir de raquette de tennis comme ça, sur laquelle j'avais mis des ficelles. Et donc, je faisais déjà de la guitare sans faire de la guitare, quoi. Mais le geste, je l'adorais, quoi. Le geste de debout avec la guitare, là, ça me faisait triper. C'était drôle. J'aimais bien cette attitude, quoi. Donc, il y avait déjà un kiff de ça, quoi, du show. J'étais fan de Jackson, des chorés, je les reprenais avec les cousins. Tout ce qui était assez scénique, en fait, quoi, voilà. Et les textes sont venus plus tard. Donc en 98, tu le disais, tu rentres au Conservatoire national de Bologne et puis tu vas faire une rencontre qui va avoir un rôle déterminant dans la suite de ta carrière, c'est Annick Chartreux. Ouais. Comment cette rencontre, elle a influencé ton histoire musicale ? Ça fait partie de ces preuves déterminantes dans une vie. Je continue de la voir, Annick. On s'est vu il y a encore 10 jours, là, à Paris. Et c'est... Souvent, je dis c'est ma deuxième mère, en fait. C'est ma mère spirituelle ou... Mais c'est ma deuxième mère, ouais, parce qu'elle vraiment, elle a amené tout l'inverse de ma mère, biologique, ou je sais pas comment, enfin ma mère. Je suis pas adoptée, quoi, donc de ma mère tout court, quoi. Mais elle était, ma mère est quelqu'un de beaucoup dans la peur et dans l'inquiétude et tout. Mais je sais comme beaucoup de mères, mais un peu à l'extrême. Et Annick, c'était tout le contraire. C'était, on y va en fait, va dans le monde, fonce, on n'a qu'une vie. C'était la grande phrase. Et ça, c'est hyper important, surtout quand on est ado et qu'on est dans des moments comme ça tellement durs. En fait, moi, c'était vraiment dur à l'adolescence, quoi. C'était vraiment... Je venais de perdre mon oncle, j'ai découvert la mort pour la première fois. Je comprenais rien, quoi. C'est au même moment arrive OK Computer, je suis en seconde et la vie me fouette en pleine gueule comme ça et je comprends rien. OK Computer arrive et j'entends Tom York chanter Creep à la radio et je trouve ça incroyable. C'est la première fois que j'entends quelqu'un chanter comme ça, justement par rapport à tous
tous les modèles que j'ai entendus de grandes chanteuses, chanteurs très lyriques comme ça, tout d'un coup j'entends quelqu'un chanter pas du tout en mode lyrique, mais de manière autre, quoi, avec ses tripes, avec... Enfin, je me dis pas qu'il est chanteur, en fait. Il est chanteur, plus, bien sûr, mais pas chanteur comme ce que j'avais déjà entendu d'un chanteur, quoi. Et donc, tout d'un coup, je me dis, waouh, moi, je pourrais chanter aussi. Enfin, c'est tout d'un coup ce genre d'artiste qui te fait te dire, bon, certes, Je peux le faire. ça me fait envie. Enfin, je peux le faire et pas en termes de niveau, mais ouais, là, ça me parle. Ouais. Ça me parle. Là, c'est mon kiff, c'est mon émotion, ça connecte. Et donc voilà, j'arrive en seconde dans tout ça, dans tout ce raz-de-marée. Il y a la radio, il y a OFM, il y a le rock, il y a les tubes, mais je connais le rock plus par les singles, quoi. Et puis je découvre OK Computer, c'est le premier album vraiment que j'écoute du début à la fin et qui me transperce. Et en même temps, il y a cette prof de musique, j'entre en seconde en option musique lourde, donc, enfin gros coef, quoi, mais j'étais en littéraire. Et cette prof que je trouve incroyable, j'étais déjà à l'orchestre du lycée, donc il a créé aussi l'orchestre du lycée, donc femme en plus qui dirige l'orchestre, femme puissante. Femme sans limite, femme dans la créativité, dans l'amour, tournée vers les autres, qui inclut tout le monde dans son orchestre, y compris les guitaristes, alors que c'est pas un instrument d'orchestre, la guitare. Il y a tout ça, quoi. Annick Chartreux, c'est tout ça. Et en plus, une culture immense, une ouverture tout d'un coup aussi sur le monde des arts plastiques, qui fait connecter, qui fait déjà de l'esthétique, en fait, sans qu'on le sache, quoi. C'est-à-dire qu'il nous fait connecter les différentes disciplines, musique, littérature, peinture. Et voilà, tout d'un coup, elle nous connecte tout ça. Et là, je fais waouh, c'est incroyable. Enfin voilà, quoi. Donc voilà, Annick Chartreux, c'est la personne qui m'a dit fonce, Catherine, on n'a qu'une vie. Qui m'a dit si tu aimes faire la musique, bah vas-y. Qui a dit aussi à ma mère, Catherine est guitariste, elle se sortira toujours, elle pourra toujours être prof de guitare. Voilà, c'est vraiment un instrument tellement utilisé, tellement populaire. Enfin voilà, quoi, qui est vraiment dans la confiance, en fait. Voilà, c'est le premier adulte autour de moi qui est tellement dans la confiance et qui dit, on y va. En fait, on y va, on se pose pas de questions, quoi. Et ça, c'est énorme. Et c'est cette personne qui t'a permis en 2006 de composer cet album Ça me vexe ? Non, parce que là, j'étais déjà au lycée, puis après, je suis partie à la fac. Et déjà, quand je suis sortie du lycée, c'était déjà grande libération, quand même, de passer le bac et de se casser. Changer d'horizon, d'univers, découvrir les années fac. Juste, là, on passe à l'âge adulte, en fait. Et donc, je pense que l'émancipation, après, je l'ai continuée par moi-même. Mais Annick Chartreux a été vraiment l'énorme déclencheur, quoi, oui. Et après, je pense que j'ai tracé ma route. Et ouais, je commençais à faire mes premières chansons. Et ouais, j'étais à la fac, donc j'étais en Doug, quoi. Doug 1, Doug 2, puis après licence. Mais déjà en Doc 2, quoi. J'avais commencé mes premières chansons et là, je me dis, ok, ça y est. Ça, c'est ce que je voulais faire depuis toujours. Je me destinais à faire de la guitare classique sans être, je pense, trop convaincu quelque part, mais en bossant à fond, par contre. C'était un peu le temps de trouver quelque chose. Enfin, le temps de trouver, je sais pas comment dire, mais c'était évident que j'allais pas m'enfermer à faire de la guitare classique dans des églises, en fait. Même si c'est un répertoire magnifique, mais que seuls les guitaristes connaissent. Non, en fait, je pense que... Non, en vrai, dans le fond, ce que je voulais, c'était chanter, mais je savais pas encore comment. Et surtout, pour le coup, ça n'avait pas de sens pour moi chanter, juste faire des reprises. Donc, j'avais pas le groupe traditionnel de reprises avec moi. C'est à un moment, j'avais un texte et un jour, je l'ai chanté. Et là, je vais, ça y est. Ça, c'est ce que je voulais en fait faire depuis des années. J'étais pas prête. Mais là, ça y est. J'ai chanté mon premier texte. Bon, maintenant, je vais faire des concerts avec ça. Et j'avais 4 titres, quoi. Je me rappelle d'un premier concert dans un truc qui s'appelle le Marie-Louise Bar à Paris, rue Saint-Maur. Et c'est vraiment, je me suis fait chier, quoi. J'ai fait un concert d'une demi-heure, piano-voix, guitare-voix. Et j'étais là, oh là là, c'est chiant, faut que je révise mon truc, là, je m'ennuie. Et là, je me rappelle, m'a dit, bon, qu'est-ce que t'aimes, en fait, comme musique, qu'est-ce que t'aimes écouter? Et là, à ce moment, passaient les Clash à la radio, Cure, tout ça, tous ces trucs-là. Je me disais, bon, voilà, faut que ça bounce, en fait. Faut une batterie, faut une guitare électrique. Là, faut revoir ton truc, là. C'était de la chanson, mais je me faisais chier. Et je disais, bon, faut que ça bouge, en fait. Faut que ça bouge. Mais c'est pas tout que ça bouge, c'est comment ça bouge. C'est un chemin, quoi. Parce qu'en plus, finalement, très faible culture rock, quoi. Et très vite, j'ai un premier groupe, puis très vite, je rencontre Peter. Et là, Peter, lui, il a commencé pour le coup direct par le rock. Et il était dans ça, il était dans le son, dans les amplis déjà. Et lui, il m'a beaucoup appris, quoi. Et ensemble, Peter, il est là jusqu'aujourd'hui. Et voilà, les premiers morceaux qu'on a travaillés ensemble, c'était À l'ombre, c'était Ça me vexe. C'est les 2 premiers qui étaient arrivés. Je crois que Jalouse venait d'arriver. Je commençais le final. J'avais les premières notes du final que j'avais écrit vraiment ligne par ligne. Toutes les lignes étaient prêtes du final. Il n'y avait juste pas la batterie. Mais c'était déjà cette superposition de lignes mélodiques parce que je la faisais en concert avec une pédale sampler et que je superposais toutes les lignes. Ouais. Et que c'était déjà mon morceau de fin de concert parce que je cherchais
J'étais là, ouais, mais les gens, ils applaudissent, mais ils sont trop polis. Ils applaudissent parce qu'il faut applaudir à la fin d'un concert, mais qui me dit que ça leur a plu? Et j'avais vraiment cette question. Et donc, j'ai créé ce morceau pour ça, quoi, pour que les gens se forcent pas, ou alors qu'ils soient vraiment convaincus quand ils applaudissent et donc, voilà, c'est comme ça qu'est né le final. Et puis, très vite, il y a eu Reste là. Et je me dis, bon, bah, j'ai la fin, maintenant, il faut que j'ai le début du concert, un morceau d'introduction, comme ça. Et c'est comme ça que s'est construit Ça me vexe. Alors par la suite, d'autres albums ont suivi. Jamais la paix, sorti en 2008, un album live sorti en 2009, l'album Jouer dehors en 2011, en 2015, sorti de l'album en anglais Hungry Dirty Baby, 2017, sorti de l'album Sous les brûlures, l'incandescence intacte, et enfin, en 2022, ce tout dernier album qui s'appelle tout simplement Mademoiselle K. Ouais. Alors parmi tous ces albums, est-ce qu'il y en a un pour lequel tu as un attachement particulier ? Ça me vexe parce que c'est l'album fondateur, c'est l'album auquel je dois tout, et parce qu'il y a final dedans, et si je dois garder un morceau, c'est le final. Ouais. Et puis Hungry Dirty Baby, voilà, l'album en anglais, parce que c'est comme un premier album, il a une énergie de premier. Parce que, voilà, c'est le premier album en anglais, c'est l'album longtemps fantasmé, et c'est le voyage aussi, du coup c'est l'album du voyage, parce que je suis partie à New York, je suis partie en Angleterre pour travailler mon anglais, je me suis inscrit en école de langue, quoi, je fais mon Erasmus. À ce moment-là, quoi. Enfin, bref, je veux dire, dans le sens où je suis partie vraiment vivre l'anglais et aller au fond de cette démarche, parce que j'aurais jamais écrit en anglais en France, quoi. C'est pas comme ça que je fonctionne, quoi. C'était à un moment, l'idée, c'était partir déjà pour peaufiner mon anglais, parce que j'ai vraiment une passion pour cette langue. Et après, en me disant, bah, peut-être qu'un jour, je me lèverai un matin en pensant en anglais et en écrivant en anglais. Et c'est ce qui s'est passé pour chacun des titres de cet album, quoi. Et c'est ce qui a continué un peu sur l'album Sous les brûlures, parce qu'il y a eu un titre surtout, en anglais qui s'appelle Sick, parce que j'étais en Irlande quand je l'ai écrit, enfin j'ai vécu tout un truc en Irlande. Donc c'est lié aux rencontres que j'ai fait en Irlande et par rapport à un voyage là-bas. Et parce qu'on me demande des fois est-ce que je vais réécrire en anglais, je dis tout dépend où je vis et où je serai. Parce qu'en fait l'anglais vient par rapport aux échanges, au fait de vivre l'anglais tout d'un coup, et ne pas être juste dans... Je vais pas écrire en anglais parce que je vais pas traduire, quoi, je veux dire, je vais pas écrire en français et traduire en anglais. Pour écrire en anglais il faut vivre l'anglais, quoi. Donc bien sûr que si je suis amenée à vivre encore avec des anglo-saxons et à partager un bout de vie avec des anglo-saxons, très certainement des choses qui viendront en anglais. Et sinon non, ma langue première c'est le français, toujours, quoi. Comment est-ce que tu composes une chanson Ça commence par quoi ? Ça commence par quoi ça peut partir de n'importe où. Est-ce que c'est un riff de guitare, un mot, une émotion ? Ouais, ça peut vraiment être. Il y a pas de règle, quoi. Plein de fois, j'ai une phrase comme ça. J'ai toujours des phrases qui traînent. Donc voilà, un moment, cette phrase-là, si elle est là, à un moment, elle va rencontrer une musique. Ça peut être des mois après, 3 mois après, une semaine après, je vais faire quelque chose instrumentalement, toute seule ou avec le groupe. Et là, je vais attendez, je vais sortir mon truc et je vais essayer un truc avec. Et ça match ou ça match pas. Mais souvent, c'est relié et pas tout de suite. Et à l'inverse, des fois, par exemple, nos intensités sur l'album, là, c'était vraiment... on était avec le groupe et il y a eu pratiquement en même temps la guitare et la voix. Et très vite, il y avait le... Et je me rappelle, j'avais plus... avant le texte, il y avait un très vite... je pense très vite c'était très collé, quoi, voix et première phrase et intonation, car nous faire de nos intensités, il y avait ce truc comme ça qui sautait, quoi, dans la voix, et je savais que je voulais ce truc un peu convulsif, un peu cette sortie de route comme ça, et que ça faisait partie c'était déjà un riff de voix aussi, quoi. Il y avait le riff de guitare, il y avait le riff de voix, et les deux sont arrivés pratiquement en même temps avec les premières phrases. Mais des fois, souvent vraiment il y a une phrase comme ça d'un côté, puis elle va rencontrer une musique à un moment. Et voilà, et des fois les deux arrivent en même temps, donc ça alterne. Alors en écoutant cet album, j'ai eu l'impression de mieux te connaître. J'y ai retrouvé l'énergie de Ça me vexe, et puis un témoignage sincère et intime sur ta personne, sur ta force et ta fragilité, un mélange subtil d'électrique, d'acoustique. C'est un album très touchant. L'intimité, elle est très présente sur cet album. Alors, est-ce que pour un artiste, la question de l'intime, elle est toujours au cœur de la création ? Non, je pense que tous les artistes sont différents. Il y en a qui sont dans la... J'en sais rien pour les autres. Moi, en tout cas, oui. Même jusqu'à un morceau comme Je rêve d'un CRS, s'il n'y avait pas de l'intime dedans, j'aurais pas pu l'écrire, quoi. Je l'ai écrit vraiment dans le monde dans lequel je vivais. Je l'ai écrit au moment des Gilets jaunes en 2018. Mais en fait, je l'ai écrit en sachant très bien que de toute façon, ça allait être un texte malheureusement régulièrement d'actualité.
Et même s'il parle pas du tout de ce qu'on pense, mais bon, c'est... Voilà, je parle d'un truc où je dis je rêve d'un CRS qui jette sur moi pour me faire un gros câlin, qui me ferait du bien comme un super copain. Et personne n'est dupe, bien sûr, même si j'en rêve vraiment, sincèrement. Mais je parle d'un CRS, mais là où ça rejoint l'intime, c'est que c'est aussi pour moi une chanson sur la virilité. En fait, ça posait la question de la virilité. C'est quoi la virilité, en fait? Est-ce qu'être viril, c'est être violent, en fait, ou c'est la force tranquille, quoi? Et qu'est-ce qu'on fait avec la force qu'on a, en fait? On a toujours le choix, bien sûr, de qu'est-ce qu'on fait avec la force et le pouvoir qu'on a à un moment entre les mains, ou l'arme qu'on a entre les mains. Et donc, et je pars toujours du principe, systématiquement, qu'on a toujours le choix. Et que même, c'est plus dur dans un groupe, mais je pense toujours quand même, je rêve toujours du CRS qui, un jour, au sein d'un groupe, dira non, moi j'y vais pas en fait. Non, je décide de ne pas envoyer, de ne pas répondre à l'ordre, de ne pas envoyer d'LBD, de grenades. Je décide de ne pas charger, je décide de ne pas matraquer quelqu'un. Je refuse en fait. Et donc c'est ça mon rêve dans cette chanson. Et donc c'est à cet endroit-là que je le ramène à l'intime, sur la question de la virilité et d'un pouvoir plus puissant que la violence. Alors cet album commence par la chanson Chloroforme, où tu évoques la fin de ta carrière. Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'il faut que je change de vie? C'est vraiment des questions que tu t'es posées avant de composer cet album? Oui. C'est pour ça que je commence direct par cette chanson, d'ailleurs, pour mettre directement les choses au point. Et il y a eu... ce que je dis dans cette chanson, c'est aussi dans cette énergie-là qu'a été fait cet album. Il y a eu ça tout le long en filigrane, et c'est aussi dans cette énergie-là que je fais cette tournée, c'est-à-dire je me pose plein de questions, et après je pense que ça, le fait de se poser des questions, c'est normal. En fait, je comprends que plus on vit, de toute façon, plus on se pose des questions a priori, et que moins on a de réponses surtout aux choses, et que c'est pas très grave. Mais voilà, c'est très perturbant. En général, plein de fois, j'ai avancé, en tout cas à travers tous mes 5 autres albums jusqu'à celui-là, en sachant très vite ce que je voulais, où j'allais, limite peut-être trop, à vraiment foncer tête baissée dans les trucs. Et là, pour la première fois sur cet album, je savais pas. J'avais pas de réponse. J'ai galéré sur des arrangements. J'ai galéré sur l'arrangement du CRS, justement. Mais carrément sur la compo, même. J'avais le texte, mais je galérais sur la compo. Chloroforme, jusqu'au bout, jusque pendant le mastering, j'ai eu des hésitations sur l'arrangement. C'est vraiment un sketch, quoi. Par contre, j'ai aucun regret. Là où je suis contente, c'est que j'ai fait les bons choix. Il n'y a pas un choix de cet album. Je me suis dit, ah merde, c'est con. Là, pour l'instant, bon, l'album est sorti il y a 6 mois. Un peu moins, ouais, en gros. Et pour l'instant, je suis toujours contente des arrangements. On verra dans 1 an ou 2. Mais je me dis vraiment que j'ai fait les bons choix. Mais par contre... j'ai jamais été autant triturée sur les choix, autant scindée en deux. Je me suis pris la tête avec mon guitariste, ça faisait longtemps qu'on s'était pas pris la tête avec Peter sur des choix d'arrangement. Il y a eu vraiment, et parce que il se jouait quelque chose de nouveau en fait. Il y avait des choses nouvelles que j'avais jamais fait, et donc forcément, comme c'est pas habituel, j'avais pas l'habitude, donc je savais pas comment faire. Et c'est ce qui a fait que je suis allée voir ces 2 arrangeurs, là, Pierre chez Guillaume et Simon Kenéa, et qui m'ont vraiment aidé à réaliser cet album. Et ça fait longtemps que j'avais pas eu depuis Ça me vexe, en fait, que j'avais pas été autant aidée à la réalisation. Alors après, je savais quand même des trucs, mais on a vraiment avancé ensemble. Et j'avais besoin de cette personne nouvelle, quoi, déjà pour me conforter dans le fait que c'est bien, en fait, que j'allais vers quelque chose de nouveau, donc il fallait des personnes nouvelles. Et que j'avais besoin d'aide aussi pour ça, parce que je n'avais pas l'habitude et que j'allais vers quelque chose que je connaissais pas aussi. Et donc ouais, ils ont été d'un apport précieux justement sur Chloroforme. Pour résoudre l'équation, parce que c'était vraiment une équation à résoudre. C'était pas très compliqué, mais voilà, c'était un moment important pour CRS, pour les trains aussi. Voilà, ça c'est vraiment 3 morceaux phares où ils m'ont vraiment beaucoup apporté. Nos intensités, c'est un morceau de groupe. Voilà, on a juste travaillé la structure, mais il était là le morceau. Ta sueur, il est resté intact. C'est un des seuls morceaux qui n'a pas été enregistré, il est resté tel que. Pour le coup, lui, ça a été un truc sacré, 48 heures de musique en groupe. Et rien n'a été retouché. C'était un moment de grâce comme ça, un voyage, un morceau voyage. Et on a essayé de le refaire, mais pour le coup, lui, c'était
c'était cette première fois-là qui était la mieux, quoi. Et on a mis touché. du temps à le refaire bien en concert, tellement ça a été un moment de grâce en groupe. Un moment que ça fait partie de ces trucs, et les jazzeux, ils vous le diront tout le temps, ça arrive tout le temps en jazz, ils ont l'habitude, ils passent leur vie à faire des impros. Mais moi, non. Et donc, mais c'était un moment d'impro, mais très travaillé, non-stop. Et comme les trucs d'impro, comme ça, c'est très difficile de retrouver ce feeling. Mais voilà, mais enfin, on a retrouvé, mais en tout cas, toujours dit que du coup, on l'a pas retouché, quoi. Elle est restée telle quelle. Alors que Chloroforme, il y a eu je sais pas combien de versions, le CRH, il y a eu je sais pas combien de versions, jusqu'à avoir la bonne version. Ta sueur, elle est restée intacte. Enfin, cet album a été financé en partie par ton public. Tes fans, comme moi, n'avons pas hésité une seconde à t'accompagner dans ta démarche de création. Alors, j'ai trouvé vraiment cette démarche intéressante, puisque l'on a pu suivre l'évolution de la naissance de cet album. On s'est senti vraiment impliqué, et cela donne à cet album, pour nous, public, une saveur vraiment particulière. On a un vrai sentiment d'appartenance avec cet album. Tu veux dire un mot sur ce financement participatif ? C'est touchant, merci déjà, parce que je savais pas. Si. Et c'est beau ce que tu dis, parce que pour moi, ce que tu dis, c'est à l'image de ce que me disent plein de fans qui ont participé à cet album, effectivement, c'est qu'ils se sentent investis. Alors, ce qui me touche aussi, c'est que ils ont pas ce côté producteur, genre, dis donc, tu nous dois... Je les ai jamais entendus me dire des trucs pareils, et c'est chouette aussi, parce que des fois, ça peut être la limite de ce genre de truc, et c'est ce que je veux surtout pas, c'est créer ce genre de rapport avec les gens qui me suivent, de je leur dois quelque chose. Mais je sais aussi que s'ils ont soutenu, enfin, s'ils ont précommandé l'album, parce que là, c'était vraiment en mode précommande, et aussi achat d'objets de merchandising, voilà, mais je sais aussi que... Enfin, ils savent, en tout cas, que s'ils me soutiennent, c'est parce que je dois rien à personne, enfin aussi, et que on y croit aussi, et c'est exactement ça, et que ça c'est hyper important. Donc oui, ça forcément, c'était déjà le cas de l'album précédent, Sous les brûlures, d'être un album participatif. Celui-là aussi, moi j'aurais voulu aller voir des labels, et parce que c'est très dur d'être en indé. C'est le 3e album que je fais en indé. Il y a aussi ça dans cet album, hein. C'est pas juste la musique, parce que qu'est-ce que je vais faire d'autre dans la vie ? Je me suis posé cette question après chaque album. Là, ce qui est nouveau, c'est que je me la suis posée avant de le faire, et donc je savais que ça allait être plus laborieux, que j'allais traverser des choses, enfin voilà. Mais c'est aussi parce que je sais ce que c'est sortir un album en indé, toute l'énergie que c'est, et je dis, est-ce que j'ai envie de continuer de sortir cet album en indé ? Est-ce que je me maque pas avec un label à nouveau ? Parce que c'est beaucoup de boulot, quoi. C'est beaucoup de choses à porter toute seule. Et c'est ce que je dis un peu dans Trafiquante de Crête. J'ai porté mon nom longtemps dans l'ascension. Et en fait, il y a toutes ces questions-là aussi dans cet album. C'est pas tant est-ce que j'arrête la musique ou pas, parce que de toute façon, créer, écrire, faire de la musique... c'est en toi. Ouais, je ferai ça toute ma vie, en fait. J'ai besoin de créer, en fait. Si je fais pas de la musique, que je vais peindre, Donc, il y a tout le temps des choses à dire, en fait, à faire, à créer, mais je me pose des fois la question des mots aussi, surtout depuis que j'ai découvert la peinture. Je me dis des fois, oh là là, mais les mots, ça me fatigue, il y a trop de gens qui parlent, les gens parlent, il y a trop de paroles partout, alors que j'aime profondément le silence. J'aime profondément le silence de ouf. J'aime le vide, quoi. Le vide du silence, qui n'est pas un vide, en fait, qui est en fait plein d'air, plein qui est plein de grands espaces, en fait. Et donc, pour revenir, resserrer le truc, ce que je veux dire, c'est juste ça aussi. C'est que j'aurais voulu aller voir des labels, et aussi parce que je me dis, mais pendant combien de temps je vais solliciter les gens aussi, tu vois ? Alors, je me dis, ouais, c'est génial qu'ils soient là, et en même temps, des fois, je me dis, merde, j'ai pas envie forcément toujours d'aller chercher les gens pour financer un album, tu vois, il y a aussi ça. Ouais. Et je le fais en pleine dignité, bien sûr. Et c'est pour ça que je redis aussi que c'était une précommande, parce que c'était un peu une démarche différente du Ulule d'avant. Parce que là, c'est le cas, l'album n'est pas disponible en boutique, quoi. C'est-à-dire, il est sur les .com, on peut le commander en ligne, mais il n'est pas dans les boutiques. C'est la première fois en 6 albums que l'album n'est pas en magasin, quoi. Et donc, bien sûr, c'est bien sûr aussi à l'image du monde dans lequel on est quand même dans le monde du stream et tout. Ouais. Et malgré tout, je vends quand même beaucoup d'albums en physique, donc franchement... c'est toujours là, il y a toujours un marché. Hein. Ouais. Il y a toujours un marché, mais je pense que moi, là, idéalement, le prochain, je veux que ce soit juste en stream et en vinyle, quoi. Enfin, si les gens veulent l'objet, je veux dire, le CD... donc, ouais, parce que les gens ont encore des bagnoles et tout, mais en vrai, le CD, il va disparaître, quoi. Je pense que le vinyle reste. Voilà, je sais pas vers où on va. Je sais juste qu'on a toujours besoin d'un objet, à un moment ou à un autre, de toute façon. Mais quand même moi, j'écoute de la musique tout en streaming, quoi. Donc, et puis voilà, les gros disques, bon là j'ai juste un problème avec ma platine, mais sinon voilà, je me pose pour écouter des fois un vinyle, parce que j'adore ça et que je suis une puriste du son et que c'est hyper agréable de se poser, écouter un vinyle. C'est pas le même rapport au temps non plus. Mais en tout cas, voilà, pour revenir à cette histoire du Ulule et des gens, ouais,
je suis hyper honorée et je me sens hyper chanceuse que les gens soient aussi fidèles et à chaque fois, là je lance le truc. En plus mon manager me disait tu verras, on fera moins statistiquement le 2e Ulule. Et en fait on a fait plus quoi. Ah ouais. C'était complètement fou. Je pense que c'est vraiment l'aspect aussi quand même précommande, le fait qu'il allait pas être dispo ailleurs, parce que je l'ai beaucoup redit. Ouais. Et c'est vrai quoi, pour pas que les gens après me disent on trouve pas le CD. Non, c'est vrai, faut en profiter là parce qu'on en vend sur la tournée. Après je vais ouvrir une boutique en ligne, mais je veux dire c'est moi qui vais les envoyer, donc je préfère le plus possible que les gens les achètent là ou à moi sur la tournée, parce qu'après voilà, j'ai autre chose à foutre que faire des envois, mais bien sûr je les ferai. Mais bien sûr je les ferai. Et là de toute façon pour info, on a repressé des vinyles sous les brûlures qu'on n'avait plus. J'ai repressé des vinyles de Hungry Dirty Baby aussi, qu'on n'avait plus parce que les gens les demandent et que c'est des albums auxquels je tiens, d'autant plus que je suis en indé. Ouais. Et j'ai repressé des Ça me vexe qu'on n'a plus parce que voilà, donc tu me demandes quels sont mes albums les plus importants, voilà, c'est ceux que j'ai repressés, okay. Et ce dernier. Voilà. Tu parlais de la fidélité du public à travers ces années. Comment tu l'expliques cette fidélité alors que, à mon grand regret, tu n'es pas assez médiatisé? Ouais, non, je suis pas très médiatisé. Ça, c'est le côté indé, clairement. Et après, j'ai ma place quand même. Tu vois, là, je fais une tournée, une très belle tournée partout en France. Et on remplit quand même très bien dans un contexte qui est pas facile. Je fais du rock, c'est pas le genre dominant du moment, tout ça. Il y a tout ça aussi. Et je me dis, je suis toujours là. Et j'ai toujours ma place. Comment je l'explique, j'en sais rien. Je peux pas te dire pourquoi. Je sais juste que quand je fais un album, je me fais chier à chaque fois. Est-ce que ce soit charmé, est-ce que je l'aime, est-ce que le son... je veux dire, mon album de 2022, là, sonne pas comme mon album de 2006, quoi. Ouais. Et c'est très bien comme ça. Ça me vexe, sonne comme elle sonne. Et cet album-là, l'album sans titre pour moi, c'est 2022, quoi. C'est aussi un album d'aujourd'hui. C'est un témoignage d'une époque. Ouais, aussi. En tout cas, je pense vraiment que dans le son, c'est un album dans son temps, en tout cas. Et ça, c'est important pour moi. Je m'en fous d'être old school. J'ai pas envie d'être old school, en fait. Je veux dire, même si je fais du rock, la guitare, c'est mon instrument et tout, je suis pas que rock, en fait. Moi, ce qui m'importe, c'est de faire des bonnes chansons aussi, avant tout. Et s'il y a pas de guitare dans une chanson, pourquoi pas? Là, il se trouve qu'il y a beaucoup de guitare dans cet album, mais la prod, par exemple, un titre comme Je rêve d'un CRS, c'est une réussite parce que y a à la fois cette prod très moderne avec ce sub, ce bas que j'adore, quoi, très ordinateur, et en même temps il y a mon riff de guitare dedans et c'est cool, quoi. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre, mais en tout cas je trouve ça important de faire avec son temps et avec les moyens du bord, quoi. Aujourd'hui, le punk aujourd'hui, c'est Ableton 3/4, la guitare en Peter, et ça le fait criser, mais mon guitariste, mais pourquoi pas, quoi, les 100 ampes de guitare, les simules de guitare, tout le monde fait des prods comme ça. C'est charmé, un ampli c'est charmé, et en vrai l'un n'empêche pas l'autre, mais pourquoi pas un ordi et des grosses guitares, enfin je veux dire, je vois pas quel est le problème, quoi. Alors Catherine, cette interview touche à sa fin. J'avais encore à peu près une bonne vingtaine de questions à te poser, mais on n'aura pas le temps. On a commencé cette interview par ces rêves d'enfant qui ont pu exercer une influence dans ton parcours d'artiste, mais aujourd'hui, quels sont tes rêves et comment tu te projettes? Comme je te disais tout à l'heure, je les dis pas. Ah oui, c'est vrai, pardon, c'est vrai. Ah oui, c'est un secret. C'est un truc très intime, les rêves. Très personnel. Et ouais, je me fais mon univers dedans. Et quand l'univers est suffisamment fat, là, il est prêt à sortir, à ce que je me projette dans le rêve. Mais je le fais pas mal grossir dedans. Donc je peux pas te dire. D'accord. Je peux pas te dire. Aucun problème, je respecte. Mais il y a plein d'envies. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours la quête. C'est vraiment ça ce qui me guide. J'ai pas de réponse. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de choses. J'ai plein d'envies. Ce qui est sûr, c'est que j'ai plein d'envies. Mais je sais pas encore lesquelles, c'est encore flou. C'est un gros nuage très flou. Il y a plein de directions différentes et j'ai pas encore de réponse justement à là où je vais et qu'est-ce que je vais devenir. En tout cas, faut pas trop se poser de questions. On est sur la fin de... non, ça c'est pas possible de me dire ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis sur la fin de quelque chose. Je suis sur la fin d'un cycle, c'est sûr. Mais je sais pas le début de quoi d'autre. Voilà. Catherine, merci beaucoup pour cette interview. Elle touche à sa fin. J'étais très heureux de pouvoir enfin te rencontrer. Merci beaucoup. Ça fait des années que je te suis, que je te harcèle sur les réseaux sociaux pour qu'on arrive à se voir. Donc, merci, je suis très content. Ton dernier album est à retrouver, donc tu le disais à la fois sur toutes les plateformes et puis en commande aussi sur ton site. Tous les .com. Mais là, j'ai pas encore... Pour l'instant, sur la tournée surtout. On les vend au merchandising et je vais ouvrir une boutique en ligne vers avril ou mai, avant les festivals. Parce qu'en festival, on pourra pas en vendre, enfin ce sera un peu plus galère. Donc c'est prévu. Voilà. Et cette tournée, elle va jusqu'à quand? Elle va jusqu'à... donc là, on va avoir des festivals et on a encore des dates à l'automne. Ouais. Donc pour l'instant, elle continue encore... Sur toute l'année 2023? Ouais, c'est ça. Merci encore, Catherine, pour ta disponibilité et puis à bientôt.
Merci beaucoup. Salut. Chères auditrices et auditeurs, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à laisser un petit commentaire. Et puis n'hésitez pas à réécouter la discographie de Mademoiselle K, vous allez en prendre plein les oreilles. Quant à nous, on se retrouve très prochainement et n'oubliez pas, dans mon micro, les artistes partent en live. À bientôt.